Merci de nous retrouver et surtout de votre confiance. Ce numéro est consacré justement à la situation sécuritaire au Congo-Kinshasa avec un regard averti sur les consultations de Nairobi au Kenya. L'Afrique de l'Est semble se préoccuper de ce qui se passe au pays. Le Congo, un grand marché, tout le monde nous envie, oui, pour couler ces produits. Tout le monde veut avoir ce qui est chez nous parce que la survie d'autres pays africains, oui, c'est à partir d'ici. Les richesses sont pillées à l'échelle internationale, beaucoup d'hypocrisie. Alors, nous allons revisiter l'histoire avec Freddy Mulumba par rapport à ces consultations de Nairobi qui ne sont pas les premières. Dans les temps, il y a eu également le pouvoir avait pris langue sous Kabila avec les groupes armés, les soi-disant rebelles. Freddy Mulumba, bienvenue. Salut mon cher ami. Nairobi, ça vous inspire un peu confiance. Nous allons voir exactement ce que l'histoire nous renseigne par rapport à des pourparlers avec les soi-disant rebelles. Oui, cher ami, il faut dire que nous sommes dans une situation, ce que je peux appeler la guerre d'usure. On voudrait faire fatiguer les Congolais, faire fatiguer la classe politique, faire fatiguer le président, Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'on impose leur point de vue. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a quand même un passé. Et le passé qu'on a, ça a commencé avec la guerre Lafdel. Il ne faut jamais oublier, il y a eu des négociations du temps de Mobutu. On disait que c'était une affaire de Banyamulenge qui était derrière parce qu'on refusait aux Banyamulenge leur nationalité. Après, on a vu le Rwanda et l'Ouganda apparaître avec des militaires. D'ailleurs, du temps de Mobutu, on n'a pas voulu négocier. Du temps de Mouzé, ils arrivent. Le 2 août, il y a eu aussi des négociations. Après le 2 août, on est parti à Sun City. Après Lusaka, on est parti à Sun City. On a négocié. On a négocié encore au mois, donc avec CNDP d'Nkunda. On a négocié avec M23. Pour quel résultat? Ça a été toujours un échec. Ça signifie qu'on est en train de tirer les choses en longueur en attendant une opportunité afin de faire imploser le Congo. Parce que ce qui était à la base de cette guerre avait un objectif. D'abord, mettre la main sur les richesses afin de faire imploser les pays. C'est ça la stratégie. Oui. Donc il faut qu'on ait ça dans notre vision. L'objectif poursuivi, c'est la balkanisation ou bien l'implosion. Ce qui serait très important, c'est de voir pendant toute cette période, chaque fois les rebelles réclamaient qu'ils soient intégrés dans l'armée. On a commencé avec Sun City, les rebelles d'Mbemba, les rebelles de RCD ont intégré l'armée. Le RCD qui n'a changé que de nom, comme une étiquette sur un produit, mais on connaît d'où RCD vient, avec tous ses dirigeants. Jusqu'aujourd'hui, c'est le relais de Kigali ici. Effectivement, oui. Kigali est derrière. C'est très connu parce qu'il y a quand même des rapports des Nations Unies qui le prouvent. Kigali est derrière. Mais il faut dire que la manière dont les rebelles réclament l'intégration dans l'armée, ça pose problème. Or, l'armée, ce n'est pas n'importe quel instrument. C'est la colonne vertébrale d'un État. Quand l'armée est malade, il n'y a pas d'État. Quand l'armée est désorganisée, il n'y a pas d'État. Quand l'armée n'est pas financée, il n'y a pas d'État. On commence par intégrer l'armée et casser tout pour que la structure militaire ne soit pas efficace. C'est l'objectif poursuivi. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. À la fin, on dit on est fatigué de la question du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le diviser. Et je vous rappelle ici, en Belgique, dans notre milieu, on en parle déjà.
Parce que les Congolais sont très naïfs et distraits. En quels termes ils en parlent? Ils en parlent qu'ils sont fatigués, il faut trouver une solution à ce problème. En fait, il faut l'imploser. Bon, mais ils sont fatigués alors que leurs milieux financiers sont dans la raffinerie de l'or du Congo. C'est connu, c'est de l'hypocrisie. Ils sont, pour beaucoup dans ce qui se passe ici, sous-traitants américains. Non, je pense que la Belgique ne sous-traite pas l'Amérique. Non, c'est l'Amérique qui sous-traite la Belgique. Je vais expliquer un peu. Quand il faut faire mal au Congo, les grandes puissances recourent à Bruxelles. Ça, c'était pendant la guerre froide. Ce n'est pas le cas maintenant. Vous avez les Rwandais et l'Ouganda qui travaillent pour les multinationales. La Belgique fait seulement l'intermédiaire. Avec aussi les hypocrites des Britanniques. Oui, je parle les affairistes ce que j'ai dit. Qui aiment voir le sang des Congolais couler. Non, ce sont des multinationales, ils ont une vision. C'est pillé. Parce que n'oubliez pas qu'en Europe, aujourd'hui, il y a une crise financière terrible. Il y a une forte crise financière. Comment s'en sortir? Il faut faire des guerres, il faut payer pour s'en sortir. Ils sont dans cette logique-là. C'est la logique capitaliste. C'est à nous maintenant de savoir, nous allons faire comment? Parce qu'il ne faut pas se plaindre. Ils sont dans cette logique, ils vont aller jusqu'au bout. Parce que leur objectif, c'est contrôler nos matières premières. C'est question de vie ou de mort. Vous avez vu comment Poutine, malgré sa présence, la présence de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, malgré la diplomatie de Lavrov, Sergueï, mais Poutine lance des missiles sur des bâtiments à Kiev, alors que le numéro 1 de l'ONU était sur place, pas très loin de là. Alors, le vrai message pour dire, les Occidentaux vous envoient, vous ici, alors regardez comment je sabote. Le monde est en mutation irréversible. Oui, ce qu'il faut dire ici, l'affrontement entre l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, avec la Russie, à travers la guerre en Ukraine, ça aura des impacts sur nous. Ça, c'est très sûr. Mais après l'Europe, ça sera l'Afrique, non? Oui, ça sera des guerres par procuration. Il faut déjà se préparer à ça. Donc, il faudrait que les Africains et les Congolais en particulier soient attentifs de ce qui se passe en Ukraine. Ça aura bel et bien des impacts sur notre pays. Revenons à la guerre de ce qui se passe à l'Est avec les négociations. Je pense que quand on regarde, depuis Sun City jusqu'à ces jours, toutes les négociations qui ont été faites entre rébellion et le gouvernement, ça n'a pas abouti. La question, que faire? Nous savons que ce sera un échec. Même ce qui se passe à Nairobi, ce sera un échec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Nous, nous voulons la paix. Eux ne veulent pas la paix. Eux veulent à ce que le pays implose, qu'ils mettent leurs mains sur les richesses du Congo. Point trait. Même si le pays n'est pas prêt à imploser, vous le savez, c'est un exercice difficile, une entreprise voit l'échec. Les Congolais, quand vous regardez, même parmi ceux qu'on taxe des distraits dans l'Est, mais ils sont attachés à cette nation. Mais vous avez dit la guerre de l'usure. La guerre de l'usure pour pouvoir continuer les pièges des richesses. Et enfin, faire imploser le Congo. N'oubliez pas, le Congo a été une construction. Comme ça a été une construction, on peut déconstruire. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre nos intérêts, défendre le Congo. Donc, il faut toute une conscience congolaise. Et c'est là où j'ai dit, les problèmes, quand vous regardez les médias congolais, aujourd'hui, tous les médias, regardez le traitement de l'information. Trop peu de gens parlent de ce qui se passe à l'Est. Par contre, ils passent tout leur temps dans la musique et dans la religion. On est tellement distraits. Ça, c'est du côté intérieur. Prier n'est pas mauvais quand même. Oui, mais l'excès nuit. Il faut prier et travailler. Exact, oui. Mais le problème qui se pose ici avec ce qui se passe à Nairobi, j'ai dit que ça sera un échec. Il faut changer de stratégie très rapidement. Parce que nous savons que ça va aboutir. Ça signifie quoi? Quand cette guerre a commencé, il y avait des parrains. Les parrains, c'était où? C'était en Amérique, avec Bill Clinton, son clan, qui était à la base de cette guerre. Et si nous voulons que ça termine, allons en Amérique. Faisons un lobbying auprès des Américains. Ils sont prêts à nous aider.
Mais moi, je vois très mal que vous-même, vous ne parlez pas de votre propre pays. Vous pensez que vous allez parler à votre place? Ce qui fait qu'il faut, au niveau du gouvernement, qu'on s'organise. On fait des lobbies. D'abord, les lobbies intellectuels, parce qu'il faut déconstruire la pensée, les idées qui circulent contre nous, parce que l'impression que nous donne est que les Congolais sont des gens bêtes. Ils ne comprennent pas, ils sont dans la musique, dans la danse, dans les sports, ils oublient l'essentiel. Donc il faut déconstruire cette image-là qu'on a dans les médias internationaux. Ça signifie qu'il faut que nos intellectuels aillent en Amérique. Un exercice auquel le président s'adonne en accordant le passeport diplomatique à certaines personnalités qui percent certains milieux dans le monde. Exactement. Je voudrais ajouter quelque chose ici. La fois dernière, quand on a fait le tour, j'ai fait le tour de l'Amérique, pardon, de l'Europe, pour défendre notre pays contre M23. J'ai rencontré un ancien ministre belge. On était deux, et on s'est arrêtés dans son bureau à Bruxelles. On a posé la question du M23. Il a été très clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous voulez que votre situation soit réglée, il faut que l'Amérique d'Obama intervienne. J'étais encore directeur général au potentiel. Et quand je suis rentré, j'ai fait les grands titres. L'Amérique doit intervenir pour éviter à ce que le Congo implose ou bien pour éviter que cette guerre perdure. Et c'est ce qu'Obama avait fait. Donc ça signifie que si nous voulons résoudre cette crise, c'est vrai, on peut négocier, mais il faut aller en Amérique. Ça signifie qu'il faut qu'on nous voie dans des milieux. Est-ce qu'il faut seulement aller en Amérique? Il y a le Canada, l'Amérique, c'est l'Amérique. Avec tous ces réseaux-là. L'Amérique en général, pas l'Amérique du Sud. Non, j'ai dit que les États-Unis d'Amérique, voilà. C'est là où on décide. Ça signifie qu'il faut aller au département d'État, aller aux Nations Unies, aller aussi chez le président Biden. Mais comment, Freddy Mulumba, vous en tenez à cette diplomatie élégante, protocolaire et par moments hypocrite, quand on sait que ce sont les milieux financiers qui donnent de l'argent et à l'ONU et également qui amènent aux affaires à la Maison Blanche, au Capitole, et au département d'État, des personnalités qui travaillent pour ces milieux financiers. Comment faire pour pouvoir changer, déconstruire cette image? Ok. Je prends un exemple. Il y a des politiques décideurs apparents, mais il y a des milieux financiers très puissants. Il faut lire l'histoire. On parle de ce qu'il faut tirer les leçons du passé. Léopold II, quand il était président ou bien directeur général de l'État indépendant du Congo, il avait fait un génocide ici. On parle de 10 millions de morts. Le problème n'était pas très bien connu en Amérique. Léopold II avait un lobbying très fort en Amérique, jusqu'au niveau du président des États-Unis d'Amérique. Oui. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il y a Mike Penn, un grand écrivain américain. Il a vu le président américain pour lui dire: vous ne pouvez pas travailler avec l'État indépendant du Congo parce que M. Léopold II, le roi des Belges, il a fait un génocide au Congo. Il a publié même des articles. Il y a eu aussi des Noirs américains. William Shepard, qui était chez les Bakuba, donc au Kasaï, un pasteur noir, qui est rentré, qui a fait des campagnes dans des églises noires, jusqu'à ce qu'on a décidé de retirer le Congo de Léopold II et puis on a remis ça à la Belgique. Ça signifie quoi? Dans notre situation aujourd'hui, qu'on ne se trompe pas, l'Amérique est présente depuis la création de ces pays. Si nous voulons que les choses fonctionnent bien, si nous voulons que cette guerre à l'Est se termine, allons en Amérique. Parce que c'est eux qui ont commencé cette guerre sous Bill Clinton. Il n'y a qu'eux qui peuvent la terminer. Maintenant, c'est à nous d'être très sérieux. Les drames, nous ne sommes pas sérieux. Généralement, quand les Congolais partent en mission, généralement c'est pour toucher des perdièmes, et ils ne voient pas là où on décide. Nous, en 2014, on a été à Washington, au département d'État, on a fait un peu le tour pour comprendre comment la politique étrangère américaine fonctionne. Les lobbies font leur travail. Le département d'État fait son travail. Vous avez le Pentagone
département des trésors. C'est maintenant d'étudier. On passe par où pour que les discours du Congo passent. Parce que nous sommes victimes. L'image qu'on donne à l'extérieur, c'est comme si nous ne sommes pas victimes. C'est le Rwanda qui est victime. C'est parce que le Rwanda a travaillé. Kagame met beaucoup d'argent pour faire le lobbying à l'extérieur. Partez chez New York Times, partez chez le journal Washington Post. Il a des amis. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir reçu des amis? Non. Quand on donne de l'argent, comme certaines personnalités ici, ont les grands médias français, ils chantent pour eux. Voilà. Non, c'est connu. Écartons la France. Je dis que la question du Congo, si on veut avoir une solution, il faut aller en Amérique. Mais derrière des grands médias en Occident, et même aux États-Unis, il y a aussi ces bandits financiers. Ça ne manque pas. Qui nous font gober des histoires pour pérenniser cette guerre et le pillage des ressources du Congo. Ce qui est vrai est que derrière tout ça, les multinationales sont présentes. Mais l'Amérique, c'est un état de droit. Il suffit aujourd'hui qu'on donne l'information. On va demander des comptes. Je viens de vous parler de l'histoire de Léopoldé ici. Léopoldé était plus puissant que Kagame. À la fin, on a décidé de récupérer le Congo, de confier à la Belgique. Et vous pensez que Kagame est puissant? Kagame, disons-nous la vérité. J'ai dit Kagame sous-traite les multinationales. Non. Vous comprenez? C'est juste un instrument pour c'est ça que j'ai dit. Il sous-traite. Pour tuer. C'est pas, non. Il n'est pas puissant. J'ai dit qu'il est puissant parce qu'il sous-traite les autres, les multinationales. Regardez qui sont à Kigali, qui sont à Kampala. Ce n'est pas ni l'État américain, ni les États européens. Ce sont les hommes d'affaires. Ces hommes d'affaires ont un pouvoir énorme dans leur pays. Ils influencent les hommes politiques, ils influencent les médias. Nous, on ne doit pas pleurer. Nous allons voir Kagame avec l'Ouganda passe par où? Nous sommes une puissance, nous sommes 100 millions d'habitants. Je peux vous dire que nous sommes le seul pays en Afrique centrale qui avons beaucoup d'intellectuels extérieurs. Nous avons un savant qui a même inventé le téléphone, qui peut voir quelqu'un, qui peut voir le président à la maison sans problème. Est-ce la question? Un téléphone qui est déjà accepté la question MIT. Non, la question est la suivante. Ouais. Pourquoi le Congo, l'État congolais, n'utilise pas des Congolais pour faire les lobbies auprès des hommes d'affaires, auprès des institutions en Amérique? Mais ça, la question, il faut se poser. Vous avez des diplomates qui dorment, qui attendent seulement voilà, que l'État fasse quelque chose. Vous avez des diplomates qui dorment. D'autres sont devenus même des chefs coutumiers dans leur pays d'accréditation. Oui, mais je pense qu'il y a un problème. La diplomatie ici, il y a des cousins, des frères communs. Est-ce que ceux qu'on recrute comme diplomates sont à la hauteur? Je fais le tour un peu de nos ambassades, mais c'est une catastrophe. Et pourquoi Kinshasa ne veut pas s'occuper de la diplomatie? Nos ambassades sont pauvres. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont même pas payés. Est-il normal? Or, ce sont les ambassades qui portent la voix officielle de l'État congolais à l'extérieur. Or, les ambassades sont abandonnées. À vous entendre parler, et après la revisitation justement de l'histoire de ce pays dans le secteur sécuritaire, ben, Nairobi, il ne faut pas y attendre grand-chose. L'engagement verbal avec des promesses archi-pélagiques de ce fameux délégué de groupes armés, c'est du déjà entendu, selon Freddy Mulumba et beaucoup d'observateurs avertis, congolais et étrangers. Il faut une diplomatie agissante et surtout sous-marine dans le pays de l'oncle Sam. Mais lorsque on revisite également l'histoire, le clan Clinton a instrumentalisé Kagame et Museveni pour arriver à ce qui était arrivé au Rwanda jusqu'à l'envahissement du Congo. Ils font les affaires, c'est connu de tous, mais Kagame connaît trop de ces gens et de cette bande d'affairistes. Est-ce que... Et puis, ces gens ne sont pas à mesure de le regarder dans les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas une autre approche pour pouvoir contourner cette affaire? Museveni prépare son fils à Kampala, donc à Entebbe, un militaire pour lui succéder. C'est un peuple connu en Afrique centrale qui veut
infiltrer tous les systèmes politiques jusqu'à chercher à infiltrer ici Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme? Non, moins parler, mais travailler en think tank. Je pense que l'Afrique centrale aujourd'hui, auparavant, manquait un leadership. Il faut qu'il y ait un leader. Nous avons tous les éléments de puissance, tous les éléments d'être les leaders de l'Afrique centrale. C'est ça, aujourd'hui, c'est que le Congo est devenu. Nous sommes un État à l'Union africaine, avec le président Tshisekedi. Nous sommes président, donc nous gérons la CAC, nous gérons bientôt, ça sera la SADC, et puis CIRGEL. Nous sommes en position de force. Maintenant, que faire? Il faut regarder dans toutes les couches, dans toutes les couches congolaises, dans les universités, dans la presse, chez les coutumiers, dans les diplomates. Il faut maintenant qu'on étudie, qu'il y ait d'abord un débat entre nous. Tout ce qu'aujourd'hui nous avons, les pouvoirs que nous avons à travers toutes ces institutions, on va faire quoi avec? Ça demande de l'intelligence stratégique. Ça demande de compétences. Le travail à faire, comme le président Tshisekedi a déjà les cadres, SADC, CAC, vous avez encore CIRGEL, nous sommes mieux placés de porter notre voix. Maintenant, il faut construire une volonté de puissance dans l'élite congolaise. Notre élite est petite. L'élite n'a pas une vision de grandeur. L'élite pense toujours en termes de voitures et de maisons. L'élite pense toujours en termes de 30% de commission. Donc, si vous avez une élite qui a une vision de grandeur, une vision de puissance, nous pouvons profiter avec la position qu'occupe aujourd'hui le président Tshisekedi dans toutes ces institutions pour que le Congo émerge. Si le Congo émerge, ce n'est pas contre le Rwanda, ce n'est pas contre l'Ouganda, ce n'est pas contre la Zambie. Nous sommes le cœur de l'Afrique. Il faut que les Congolais comprennent. Si le Congo marche bien, toute l'Afrique centrale va émerger, tout comme c'est toute l'Afrique. Mais la grande difficulté, je le répète toujours, notre classe politique, nos élites intellectuelles ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est le problème du Congo. Donc, il faut changer la classe politique. On n'a pas d'autre choix. Très bien dit. Je comprends que les atouts sont nombreux. Premièrement, nous venons de diriger en une année, même si c'était en pleine crise d'une pandémie créée dans des laboratoires, l'Union africaine. L'Union africaine, parmi les rares fois qu'on a trôné à ce même d'une organisation panafricaine, même si c'est une organisation des façades. 2. On y reste dans la présidence tournante comme rapporteur, la RDC avec son président. Rapporteur, c'est-à-dire on est avec Macky Sall et les autres, les Libyens et les autres, on est là avec eux. C'est-à-dire on est dans les instances décisionnelles. 2. On est à la tête de l'Union de la SADC. La SADC est une méga organisation, bientôt, plus francophone, mais plus agissante. On connaît comment ils ont travaillé pour l'arrivée de l'actuel président aux affaires, le protéger, le faire accepter. CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous sommes également à la tête de la CIRGEL. Combien? 4 atouts. Alors, mais Freddy Mulumba, on termine par là. Pourquoi, malgré tous ces atouts, ceux qui arrivent dans la cour, à tous les niveaux des institutions, bloquent le passage de l'élite et de ceux qui ont le souci du Congo? On ne veut pas qu'ils voient le grand patron, on ne voit pas. Leurs correspondances sont par moments déchirées, brûlées ou placées dans les tiroirs. On n'y répond même pas. Comment voulez-vous? Non, je pense qu'il y a... Comment voulez-vous? Même les hommes des sciences, les savants ne sont pas écoutés. Ils sont bloqués. S'ils s'approchent, les audiences, c'est une année. Non, je pense qu'il y a un fait. Nous sommes trop riches. On nous en veut. Ça, c'est un fait. Personne ne veut que ce Congo soit puissant et soit debout. Tout dépend de nous. Nous allons décider. Nous disons, comme le président Tshisekedi est là, dans toutes ces institutions, nous, Congolais, nous allons faire ça, ça. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. Mais le problème, l'élite est tellement médiocre,
inconsciente, infiltrée, aussi, je dirais, aliénée. Donc, le problème du Congo, c'est l'homme congolais. C'est l'élite congolaise qu'il faut changer. Il faut déconstruire la pensée et la mentalité des Congolais. Ça signifie qu'il faut de nouvelles têtes qui doivent apparaître avec un autre discours. Dans quel cadre fédérateur? Oui. Thiès de là, ceux qui sortent de Thiès ne sont pas réunis. Dans quel cadre fédérateur? Non, vous avez d'abord les universités. La pensée est produite par les universités. C'est l'université qui pense à la société. Après, on peut voir les think tanks, et puis on voit Chaise et les autres. Il n'y a pas que Chaise, il y a l'école de guerre. Il faut que tout ça qu'on mette ensemble, et vous allez voir dans 5-10 ans, le Congo sera respecté comme une puissance. Nous pouvons créer un cadre de réflexion, loin des caméras, réfléchir, loin de relais, et puis proposer. Je pense que le problème ici, c'est qu'il faut avoir l'habitude d'écrire. Tout ce qu'on peut dire, il faut les publier pour qu'on puisse vulgariser. Les drames, c'est qu'on peut parler à nous 2, 3, 4 personnes, mais quand la masse n'est pas au courant, quand la masse n'est pas informée, donc tout ce que vous faites, et vous à l'échec. Donc il faut associer le peuple congolais à tout ce que nous faisons comme travail en tant qu'intellectuels, en tant qu'homme politique, en tant qu'élite. Freddy Mulumba n'est pas seulement un critique, il ne fait pas des diatribes, il est équilibré. Moi, je provoque par moments avec des questions dures, en prenant aussi par moments le côté le plus extrême. C'est normal, il faut provoquer la colère, la révolution pour que les choses changent. Ce n'est pas profondément ce que nous sommes. Nous sommes africains, nous le demeurons avec les voisins qui sont les nôtres parce qu'on ne les a pas choisis. Mais Freddy propose aussi des pistes de réflexion de manière pratique, ce qu'on doit faire. Merci de l'avoir fait. Je vous en prie. Vous ne vous laissez pas intimider par les relais des envahisseurs ou des prédateurs. Comme certains se taisent, non, on ne parlait pas parce que... Non, nous sommes chez nous, nous réfléchissons. L'avenir de ce pays, c'est nous. Donc personne ne viendrait, moyennant des propositions, nous faire taire parce qu'il n'y a que le Congo qui nous reste. Très bon suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.